Il y a une agence assez connue en France et à Dubaï qui a fait faillite il y a quelques mois et son fondateur vient juste de publier sur YouTube une vidéo de plus d'1 heure dans laquelle il partage les 6 erreurs qu'il a faites et qui ont causé cette faillite. Et donc dans cette vidéo qui va être assez chill et assez rapide, j'ai envie de vous résumer ces 6 erreurs, vous donner mon avis personnel dessus et aussi voir ensemble quelles sont les leçons qu'on peut en retirer. Parce que honnêtement, les erreurs qu'il a commises, on pourrait tous les faire, donc c'est bien important de voir comment est-ce qu'on peut aussi les éviter. Donc là, je vais monter chez moi et je vais me poser pour vous raconter tout ça. Mais juste avant, si vous êtes en mode prospection, si vous cherchez des clients en ce moment, je vous invite fortement à venir à ma conférence de mardi à 20 h. Je vous mets le lien d'inscription juste ci-dessous, donc c'est en dessous de la vidéo. Et c'est complètement gratuit, je vais vous partager comment créer une offre irrésistible, comment reconnaître les prospects à fort potentiel, comment les approcher, bref, tout le nécessaire pour trouver vos prochains clients. Donc si vous êtes en mode prospection, foncez voir, ça va vous plaire. Et on se retrouvera mardi. Bon et d'ailleurs, juste avant de commencer, je voulais aussi remercier et féliciter le fondateur de l'agence pour sa transparence, parce que ça doit pas être facile de tourner ce genre de vidéo et de diffuser toutes ces infos et la réalité derrière son agence et sa faillite. Donc bravo à lui. Donc je vous remets en contexte, l'agence qui a fait faillite, c'est une agence qui faisait principalement agence de gestion des réseaux sociaux, production vidéo, etc. Donc marketing classique et qui faisait plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel au moment où elle a fait faillite. Et donc les 6 erreurs qu'il partage, c'est bien à mettre dans le contexte de cette taille d'agence. Il y a des erreurs qui sont notamment assez surprenantes quand on sait combien il générait d'argent. Alors la première erreur qu'il partage, c'est que ce qu'il vendait était souvent différent de ce qui était livré, et ce qui créait donc des attentes qui étaient chez les clients et qui étaient ensuite déçus lors de la livraison. Donc ça, la décorrélation entre les ventes et la livraison, on la retrouve dans beaucoup d'entreprises, y compris dans les agences évidemment. Et ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir ici dans ce cas-là, c'est que même si vous démarrez, c'est un point que vous devez garder en tête parce que c'est une erreur qu'on retrouve très souvent dans les agences en démarrage ou chez les freelances. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en mode vente, surtout quand vous ne faites pas encore beaucoup de chiffre d'affaires, chaque vente compte et vous voulez gagner chaque vente. Quand vous êtes en rendez-vous, vous voulez réussir chaque rendez-vous. Et donc parfois, il peut arriver de dire au client ou de promettre au client des choses qui ne devraient pas être promises. Par exemple, un certain résultat. Par exemple, je vous promets X nombre de nouveaux leads chaque semaine ou chaque mois, ou telle augmentation de votre trafic mensuel sur votre site web. Vous voyez, promettre des résultats, vous le savez, il ne faut pas le faire en marketing parce que vous ne maîtrisez pas l'offre et la demande. Quand vous promettez trop en vente et que donc vous créez des attentes chez le client et que derrière vous n'arrivez pas à les livrer, ça va créer des clients insatisfaits. Et ça, c'est dramatique pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous voulez que vos clients soient satisfaits, c'est quand même la base de la vente de service. Mais l'autre raison à ça, c'est que vous vous privez d'une des plus belles sources de clientèle possible, qui est le bouche à oreille. En fait, votre but au début de votre agence, c'est de prospecter, trouver vos premiers clients, et que ces premiers clients, vous donniez tout, mais que vous donniez votre âme pour les livrer et qu'ils soient satisfaits, de façon à ce qu'eux deviennent des ambassadeurs, et que ça crée un effet boule de neige, et que ça vous amène des clients automatiques. Et ça, c'est génial, parce qu'à terme, ça vous permet même de ralentir la prospection, et d'avoir un flux continu de clients qui tombe en automatique, parce que vos premiers clients étaient satisfaits. Mais ça, ce n'est possible, donc ce niveau de satisfaction, c'est possible de l'atteindre que si vous créez des attentes qui sont corrélées à ce que vous allez livrer derrière. Donc quand il y a une décorrélation entre la vente et la livraison, ce qui se passe, c'est qu'il y a des attentes qui ne sont pas rencontrées, des clients déçus et une mauvaise réputation. Et ça ralentit toute votre acquisition clientèle, ça vous empêche d'avoir des beaux témoignages, etc. Ça, c'est la première erreur qu'il a partagée. Bon, lui, ça s'est même passé à encore plus haut niveau que ça, c'est qu'il avait carrément, je crois, son associé qui s'occupait des ventes, et du coup, c'était même un problème de vision plus générale dont on parlera après. Mais même quand on est seul, c'est des choses qui peuvent arriver, donc c'était important de vous le partager ici. La deuxième erreur, alors celle-là, moi je l'ai vécue aussi, je peux vous dire que j'ai eu chaud à un moment de mon agence à cause de ça, c'est qu'il y avait trop de charges fixes dans son agence par rapport à son chiffre d'affaires et sa trésorerie. Alors déjà pour rappel, qu'est-ce que c'est une charge fixe? C'est aussi ce qu'on appelle une charge incompressible, c'est une charge qui va rester tous les mois, que vous devrez, donc une dépense que vous devez payer tous les mois, peu importe vos ventes et vos résultats. Donc par exemple, à l'inverse de ça, on a les charges variables, donc par exemple la commission d'un vendeur. Si le vendeur fait des ventes, vous lui payez un pourcentage sur ses ventes, donc sa commission. Et s'il ne fait pas de vente, vous ne payez rien. C'est une charge variable, ce qui veut dire que votre risque est très limité. Si vous n'encaissez pas, vous ne payez pas. Une charge fixe, au contraire, vous devez la payer quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous encaissez. Par exemple, alors dans mon cas, ça a été un bureau. J'avais signé au début de mon agence, quand je commençais à bien rouler, j'avais signé un gros bail pour un bureau qui était beaucoup trop cher, c'était stupide. Et au final, ça m'a mis un peu en difficulté par la suite quand j'ai eu des mois, ça m'est arrivé d'avoir des mois plus durs que d'autres, ou alors des mois où ma rentabilité a été vraiment impactée par ce bureau que j'aurais jamais dû signer et dont je me servais pas au final. Lui, dans son cas, ce qu'il explique dans sa vidéo, c'est que dans son agence, c'est les CDI qui l'ont un peu, il a trop embauché en CDI
et ça l'a mis dans le rouge au niveau de la rentabilité. Et en fait, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est souvent quelque chose qui vient. Enfin, en fait, j'ai l'impression que toutes les faillites et tous les problèmes financiers viennent des charges fixes. Toutes les agences que j'ai croisées, ou même les entreprises de façon générale que j'ai croisées qui ont des problèmes financiers, ça vient des charges fixes. Ça vient d'une accumulation des charges qui fait que tous les mois, vous avez de plus en plus de charges, donc vous devez générer de plus en plus de ventes, et il suffit d'un mois où vous avez un problème d'encaissement, un problème d'impayé, un problème avec, je sais pas, des mauvaises ventes, genre un été un peu calme, un peu trop calme à votre goût, vous encaissez pas assez, et bam, il n'y a plus de rentabilité, voire même vous passez en perte. Et ça, souvent, on le sent, ce qui est un peu terrible avec les charges fixes, c'est que c'est insidieux et on le sent pas venir. Genre, on va prendre un petit bureau, on va se dire, oh, 1500 balles, 2000 balles par mois, je peux le couvrir, ça va, c'est qu'un client ou deux. Après, on va prendre des abonnements, plein d'outils différents, on s'en rend pas compte, mais à coût de 50 balles ou de 100 balles par mois, on finit avec 1500, 2000, 3000 balles d'abonnement mensuel sur des outils pour faire des sites web, etc. Et puis, on met deux trois salaires, ce genre de choses. On se dit, ah bah, en alternance, c'est que 1000 balles par mois, c'est pas grand chose. Et puis, on en prend deux, on en prend trois. Et on se retrouve au total avec 20 000 balles de charges fixes sans même s'en être rendu compte. Et il suffit de faire un mois à 10 ou 15 000, ce qui n'est pas terrible à la base, pour faire 5 ou 10 000 de pertes. Vous voyez ce genre de situation? Donc, ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça peut vous arriver facilement si vous ne maîtrisez pas vos charges fixes. Donc, j'ai deux conseils pour vous. Le premier, déjà, c'est dépenser des charges variables, des charges one-shot, des formations, acheter des ordinateurs, etc. C'est pas grave, c'est pas un problème. Équipez-vous, formez-vous, c'est pas un problème. Par contre, tout ce qui est une charge fixe, donc les employés, les bureaux, les abonnements, mais vraiment, faites-leur un procès avant de les laisser rentrer dans votre boîte. Vraiment, vous prenez chaque charge, que ce soit 10 balles par mois ou que ce soit 1000 balles par mois, peu importe, et vraiment vous les mettez à l'épreuve. Et vous, vraiment, vous vérifiez, est-ce que cette charge va avoir un impact dans mon business? Est-ce que cette charge elle va me rapporter de l'argent? Est-ce qu'elle va vraiment faire gagner du temps ou me rapporter des clients? Mais vraiment, mettez à l'épreuve chacune des charges fixes que vous voulez faire rentrer dans votre boîte. Donc, c'est vraiment l'idée d'arrêter de sortir la carte de crédit pour lancer des nouvelles charges fixes. Typiquement, je pense aux abonnements, hein. C'est vraiment le truc qu'on s'y inscrit en 30 secondes et on les oublie et on paye 100 balles par mois pendant 2 ans alors qu'on n'utilise pas l'outil. Typiquement, ce genre de choses, c'est ce qui peut couler une boîte de façon insidieuse. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Vraiment, soyez très dur avec vos charges fixes. Mon deuxième conseil, c'est d'avoir une trésorerie qui est équivalente à au moins 3 mois de vos charges fixes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans le compte courant de votre boîte, vous devriez avoir l'équivalent de 3 mois de charges fixes en tout temps. Donc, ce qu'on appelle la trésorerie ou le fonds de roulement. Donc, par exemple, si vous faites 5 000 euros vous avez 5 000 euros par mois de charges fixes et que vous avez 15 000 euros dans le compte courant, vous êtes OK, vous avez 3 mois d'avance. Mais si par contre, vous voulez ajouter une charge fixe, par exemple un bureau à 2 000 euros par mois, ça vous ferait monter de 5 000 à 7 000 euros de charge fixe mensuelle. Et bien là, je vous conseillerais d'attendre d'avoir 3 fois 7 000 euros dans le compte avant d'ajouter cette charge. OK? Donc de ne pas ajouter les charges avant d'avoir la trésor, mais d'abord de construire la trésor, puis d'ajouter les charges fixes. Comme ça, vous allez avancer peut-être un peu plus lentement, mais beaucoup plus sereinement et de façon plus sécuritaire financièrement. Et moi, je vous conseille 3 mois. Alors, dans sa vidéo, je crois qu'il vous conseille 6 mois. Et dans sa situation, probablement que je conseillerais 6 mois aussi. Mais à titre personnel, je vous dirais que 3 mois, c'est déjà amplement suffisant. 3 mois de charge incompressible d'avance, c'est déjà très bien selon moi. La troisième erreur qu'il partage, c'est qu'il a vendu trop de one-shot et pas assez de récurrent. Donc, il ne s'est pas construit un revenu récurrent. Alors, je vais vous donner mon avis perso là-dessus. En gros, pour rappel, le one shot, c'est qu'on vend un service une fois, qu'on encaisse une fois et on le livre, et puis derrière, potentiellement, le client ne fait plus affaire avec nous. Bon, ça, c'est typiquement quand on vend, par exemple, un site web. Lui, c'était plutôt de la prestation vidéo, si je ne me trompe pas, mais vous, ça peut être du site web, par exemple. Vous signez un client, vous encaissez 5 000 euros une fois, et puis il y a un monde où effectivement, vous n'allez pas plus loin avec le client, ça s'arrête là. Ça, c'est du one shot. Alors, ce qui est génial avec le one shot, c'est qu'effectivement, on encaisse beaucoup d'argent, parce que souvent, c'est des paniers moyens qui sont plus élevés. Par contre, effectivement, c'est une fois, comme son nom l'indique. Et donc, si on fait que du one-shot, que des prestations ponctuelles, on peut faire 10 000 euros ce mois-ci en faisant deux ventes à 5 000 euros. Et puis le mois prochain, on repart à zéro, il faut refaire des ventes. On redémarre à zéro chaque nouveau mois. Donc lui, ce qu'il explique, c'est que justement, il est plus intéressant d'avoir des revenus récurrents qui viennent nous garantir un revenu qui revient tous les mois, quoi qu'il arrive. Et fondamentalement, je ne suis pas en désaccord avec ça. Personnellement, je pense qu'un monde idéal, c'est un monde où dans votre agence, vous avez au moins autant de revenus récurrents que de charges fixes. Parce que comme on l'a dit, les charges variables, elles peuvent disparaître si vous voulez les faire disparaître. Les charges fixes, elles sont là quoi qu'il arrive. Donc, ce qui serait cool, c'est d'avoir un revenu récurrent qui vient juste
on va dire compenser ces charges fixes, ces charges incompressibles. Et ça, c'est vrai que ça vous amène une vraie sérénité financière. Mais j'irai pas non plus diaboliser le one shot. Alors, il l'a pas diabolisé non plus, hein, attention. Mais moi, j'aime bien le one shot aussi, parce que généralement, c'est quand même les ventes qui vous permettent de bien renflouer les caisses et vous faire pas mal de trésorerie. Donc, je vous dirais qu'un bon équilibre, c'est d'avoir des services one shot et des services récurrents et de savoir jongler entre les deux. Et donc, pour ça, ce que je peux vous conseiller par exemple, c'est de continuer à vendre du one shot si vous faites des sites web par exemple, mais de prendre l'habitude, quand vous livrez un site web, de proposer à vos clients derrière un upsell, une vente supplémentaire. Vous proposez un deuxième service qui lui donc, qui va être complémentaire avec le premier et qui lui va être récurrent. Par exemple, vous vendez un site web et puis derrière vous faites un upsell pour du Google Ads, du Meta Ads, du Community Management. Et comme ça, vous vendez votre site web, vous faites du cash, mais en plus, vous commencez à vous ajouter des couches de revenus récurrents à chaque upsell que vous faites, à chaque nouveau service que vous faites. Le quatrième point qu'il mentionne, je vais aller plus vite dessus parce que j'ai pas été directement confronté à ça, même si je l'ai déjà vu dans pas mal d'agences, c'est qu'il avait une vision qui s'est dissociée de celle de son associé. Donc il était associé dans son agence et en gros, il y a eu des problèmes avec son associé tout simplement. Et je vais pas entrer dans le détail ici parce que ça, j'ai pas d'avis à donner là-dessus, c'est de l'humain, donc j'ai pas d'avis à donner. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que de façon générale, c'est une problématique que j'ai souvent vue dans des agences et autres entreprises. Et pour moi, il y a deux choses que Enfin, il y a deux choses que je garderai en tête et que je vous conseillerais si vous êtes associé ou si vous avez prévu de le faire. La première chose déjà, c'est que la plupart des problèmes avec ces associés peuvent être réglés en amont, peuvent s'anticiper. Donc, c'est-à-dire que trop souvent, je vois des gens qui s'associent en voyant une opportunité court terme. Genre là, tout de suite, viens, on fait de l'argent en vendant des sites web ou en faisant de la pub. Viens, on commence, on réfléchira plus tard. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous vous lancez dans un projet sans discuter de votre vision, sans discuter de vos objectifs personnels, sans savoir où est-ce que vous voulez l'amener, ce projet. Et si vous faites ça, le problème, c'est que au début, ça peut marcher pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, tant que vous faites du cash au début. Et puis, si ça se trouve, au bout de 2 ans, il y en a un des deux qui va dire bah écoute, moi, franchement, je fais 10K par mois, je voulais pas forcément faire plus, ça me va. Et puis, il y a l'autre qui va dire moi, je veux faire 1 million, 2 millions, 3 millions, j'ai pas la même vision. Et là, ça va créer une problématique et vous n'allez pas vouloir gérer la boîte de la même façon. Celui qui va vouloir faire 10 millions va vouloir dire, va peut-être dire, vas-y, on réinvestit tout dans des formations, dans des coachings, on réinvestit tout pour aller encore plus vite et encore plus loin. Et l'autre va dire, moi, 10 000 balles, je suis heureux, 10 000 balles par mois, je suis heureux, donc non, juste on sort le cash et puis on vit avec nos dividendes. Et là, typiquement, ça peut être un problème pour la gestion de l'entreprise. C'est même sûr, ça va devenir un problème, ça peut donner des clashs, ça peut donner ça peut créer tout un tas de problèmes dans le quotidien de l'entreprise. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de partager votre vision avec votre associé et vérifier que vous avez une vision commune. Au moins, c'est normal après que ça évolue avec le temps, mais au moins quand vous créez la boîte, discutez de votre vision et de c'est quoi l'objectif de cette entreprise-là. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous conseiller. Et la deuxième, c'est en fait, tous les problèmes entre associés viennent généralement d'un manque de communication. Et je tiens juste à vous partager un truc que moi j'ai croisé dans une entreprise qui tourne très bien, un groupe d'hôtels. C'est des clients. En fait, ils s'étaient pris un coach pour associés et ils se rencontraient tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, il y avait une rencontre avec les deux associés et un coach externe qui venait et qui organisait une session. Et cette session, c'était une session de communication pour associés. C'était vraiment une session où les associés devaient dire tout ce qu'ils ont à dire à titre personnel, à titre professionnel, des reproches, des félicitations, etc. Et en fait, l'idée, c'était un peu de crever l'abcès tous les 3 mois, quoi qu'il arrive. Même quand ça va bien, ils faisaient la session, et ils pouvaient se féliciter, ça pouvait être que du positif et dire c'est cool, on va dans la bonne direction et c'est top, et tout le monde en repart heureux. Mais aussi, ça permettait d'anticiper des problématiques et de créer des conversations qui auraient peut-être jamais eu lieu, qui auraient pu s'envenimer et 6 mois plus tard finir en clash. Et grâce à ça, en fait, honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai jamais vu une boîte avec des associés qui était aussi saine, aussi transparente, avec une aussi belle communication. Donc, c'est une idée que je vous partage là comme ça. Mais évidemment, les problèmes viennent toujours de la communication. Donc, voyez si vous pouvez pas créer ou inventer des process pour optimiser cette communication et être sûr que ce genre de problème n'arrive pas. On retourne dans la pure gestion d'entreprise avec le cinquième point qu'il a mentionné, qui est la mauvaise gestion des impayés et des paiements. Et alors là, on arrive sur mes deux. Donc je vous ai déjà partagé quelques problèmes qui me semblent importants, comme les charges fixes et tout. Mais là, les deux derniers, c'est vraiment les plus importants selon moi. Alors déjà, celui-là, le cinquième, la gestion des impayés. Alors ça, c'est quelque chose que je vois dans quasiment toutes les agences, que moi j'ai beaucoup vécu aussi dans les 4 premières années de mon agence. Et ça peut s'éviter ultra facilement. Donc de quoi on parle ici? On parle des clients qui vous payent
trop tard. Donc des clients qui, au lieu de vous payer en 30 jours, en 15 jours, vous payez en 60 ou en 90 ou en 120 jours. Ce qui peut vous mettre dans la merde parce que pendant tout ce temps-là, vous encaissez pas et vous travaillez. On parle aussi des clients qui, par exemple, vous ont fait livrer un site web, etc., et qui disparaissent et qui ne vous payent pas la facture. On parle des clients avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous travaillez pendant 1 an, pendant 2 ans, et qui d'un coup arrêtent de vous payer en vous disant t'inquiète, t'inquiète, c'est juste une mauvaise période, ou alors t'inquiète, c'est juste que ton virement il est en retard, ou alors la comptable est en vacances, vous voyez, ce genre de choses. Et 3 mois plus tard, vous vous rendez compte que bah, vous n'êtes toujours pas payé. Ça, je tiens à vous dire, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, c'est parfaitement normal, mais il y a une façon de les gérer. Et j'aimerais juste vous donner mon petit conseil par rapport à ça. Moi, j'ai eu plusieurs cas comme ça. J'ai eu des clients qui me payaient en 90 jours au lieu de me payer le jour même. Et j'ai eu 2 clients qui ont fait faillite, donc des clients de longue date que j'ai gardés pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui ont fait faillite et qui ne l'ont pas dit. Soit ils étaient dans le déni eux-mêmes, soit ils me l'ont caché. J'ai eu les 2 cas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous faisaient travailler pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, alors qu'ils savaient déjà qu'ils n'arriveraient jamais à me payer. Mais voilà, ils ne nous l'ont pas communiqué, donc on travaillait, puis au bout de 4 mois, on dit bon là maintenant on va s'arrêter de livrer et on veut que vous payiez. Et là ils nous annoncent qu'ils font faillite et qu'on ne sera jamais payé. Et ça c'est des cas que j'ai eu. Et en fait, alors, déjà, quelle est la première source qui crée des problèmes d'impayés comme ça? La première chose, c'est surtout quand on démarre ou dans les premières années, on n'a pas envie de froisser les clients. Donc souvent, on a du mal à relancer les paiements, à insister pour les paiements. On a du mal à dire, bah vas-y, si tu me payes pas, je vais arrêter de livrer. Surtout quand c'est du récurrent, on peut faire ça. On peut arrêter de livrer pour dire au client, écoute, là, si tu veux que je continue, il faut que tu me payes les factures qui sont déjà en retard. Souvent, on a du mal à faire tout ça parce qu'on ne veut pas se le mettre à dos le client. Et comme l'argent est souvent un peu tabou, surtout en France, eh ben, on n'ose pas en parler. Et déjà, c'est la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que c'est une erreur parce que, encore une fois, la communication peut tout régler. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais un gros client, un traiteur qui faisait 6 millions de chiffre d'affaires, qui représentait peut-être 2500 € par mois pour moi, ce qui était quand même costaud à ce moment-là. C'était au début de mon agence. Et ça a duré un bon moment avec lui. Et moi, je voulais qu'il me paye soit à la réception de la facture, soit 15 jours après la facture. Et il me payait généralement entre 80 et 90 jours après la facture. Et ça me créait vraiment des problématiques. Ça m'a fait un vrai un vrai trou de trésorerie. Et c'était vraiment problématique pour moi. Et pendant 6 mois, j'ai rien dit. Et j'ai juste supporté la problématique. Et je le relançais pas ni rien. J'en ai parlé à mon mentor qui m'a dit, mais tu lui as dit? Est-ce que tu lui as partagé ta réalité? Et là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, ces clients-là, des fois, non, c'est pas qu'ils le font pour vous nuire, c'est qu'ils ont juste pas la même réalité que vous. Ce client faisait 6 millions de chiffre d'affaires, et comme il était traiteur dans son industrie, c'était normal de payer à 90 jours. Donc quand je vous dis 6 millions de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il avait une belle trésorerie. Lui, 2500 balles, 3000 balles par mois, il ne les voit pas. En tout cas, il ne les ressent pas vraiment. Et de toute façon, il a l'habitude de payer ou de se faire payer à 90 jours. Donc en fait, ce qu'il me faisait, c'était pas quelque chose de nocif de son point de vue, c'était juste quelque chose de normal. Et donc je suis simplement allé le voir et je lui ai dit, écoute, moi ça me pose problème quand tu me payes 90 jours, ça me met un peu dans la merde parce que je dois penser à mon loyer, à mes quelques salaires, etc. Enfin, voilà, j'ai pas la même trésorerie que toi et j'ai pas la même réalité que toi. Je lui ai juste partagé ça. Il m'a dit, ah, navré, je savais pas. Et à partir de ce jour-là, la comptable avait pour mission de me payer le jour où j'amenais ma facture. Et ça a duré 2 ans comme ça où je n'ai plus jamais eu de problème et j'ai jamais attendu plus d'une semaine avant d'être payé. Simplement en partageant ma réalité à quelqu'un qui avait une réalité différente. Ça, ne l'oubliez pas quand vous avez des clients. Ils ne sont pas dans la même industrie que vous, ils n'ont pas la même réalité que vous, donc faut le faire. Et l'autre point également, c'est au niveau des impayés. Il faut là aussi communiquer plus vite et plus fermement si vous avez des impayés. Typiquement, ça, les 2 faillites que j'ai vécues chez mes clients là, bon, je l'ai vécu une première fois. Ce que je me suis, en fait, honnêtement, moi, je pensais qu'après 2, 3 ans de relation avec les clients, bah, je pouvais appeler ça des vraies relations humaines, que je pouvais leur faire confiance, etc. Et en fait, il y a une chose qu'on oublie trop souvent, c'est que déjà, il y en a qui vous aurez l'impression que vous pouvez avoir confiance, et en fait non, déjà. Il y a ceux qui vont vous mentir directement, il y en a. Et puis il y a ceux qui vous veulent pas de mal, mais qui eux-mêmes se rendent pas compte de la merde dans laquelle ils sont. Et j'en ai une en particulier, une cliente qui ne voulait pas de mal, mais je me suis rendu compte qu'elle était dans le déni complet, qu'elle était en train de cracher sa boîte. Et pendant 3 4 mois, elle était convaincue qu'elle allait nous payer tous les mois. Tous les mois, elle nous disait t'inquiète, ce mois-ci, je vous règle la facture et tout. Elle était convaincue, mais c'est jamais arrivé parce qu'elle-même était dans le déni. Et en fait, le déni s'est arrêté le jour où vraiment il y a d'autres fournisseurs qui se sont plaints. C'est comme ça qu'une faillite se déclenche habituellement. Et elle a dû annoncer à tout le monde bah voilà, je me mets sous la loi, sous la protection de la loi de la faillite. Et je paierai aucune facture. Et maintenant, tout est pris en charge par quelqu'un. Une faillite, c'est tout un gros process, hein. Et on n'a jamais revu la couleur de cet argent-là.
Oui, et en fait, ce qu'on aurait dû faire, la vraie solution à ça, ça aurait été à l'instant où, au bout d'un mois, allez, on va dire 2 mois maximum, on n'est pas payé pour le travail qu'on a livré, on arrête la livraison. Et on dit au client, on ne reprendra la livraison que lorsqu'on aura reçu le paiement des factures précédentes. Et ça, généralement, ça bouge vos clients, ça les motive. Et s'ils ne peuvent pas, bah, vous faites bien d'arrêter. Ne vous dites pas que d'alourdir la créance, c'est une bonne chose et que voilà. Non, si vous vous rendez compte que le client ne peut même pas payer 1 ou 2 mois de retard, c'est en fait une bonne chose d'avoir arrêté de livrer parce qu'il n'y a pas de raison qu'il puisse vous payer un troisième ou un quatrième. Au contraire, sa dette va que s'aggraver et ça va être de plus en plus dur pour lui de vous payer. Donc, faites-vous respecter. Quand on vous paye plus, vous arrêtez la livraison. Et enfin, le sixième et dernier point, c'est que, et ce qu'il explique le fondateur dans sa vidéo, c'est qu'il était focus sur le chiffre d'affaires et l'augmentation du chiffre d'affaires plutôt que sur la rentabilité. Donc en gros, il mettait tout son focus sur le fait de faire toujours plus d'argent, donc sur la top line, la ligne du haut, dans le chiffre d'affaires, donc toujours plus de chiffres. Et d'ailleurs, on le voit avec les réseaux et tout, c'est un peu ce qui obnubile tout le monde, hein. C'est la ligne du haut, c'est combien tu fais par mois, combien t'encaisses. Alors qu'en réalité, la vraie question, c'est combien tu gardes chaque mois. Ça devrait être ça le truc sur lequel on devrait flexer sur LinkedIn, pas le chiffre d'affaires. Mais donc du coup, il était à fond sur le chiffre d'affaires, quitte à négliger la rentabilité, et ce qui évidemment l'a mis dans le rouge. Et ça aussi, c'est quelque chose que je tiens à vous dire, c'est-à-dire que je vois plein de gens être fiers de ce qu'ils génèrent, et se dire bah, c'est normal d'investir beaucoup pour générer beaucoup. Donc si je fais que 10% de marge, voilà, si je fais 15 000 ce mois-ci, je garde que 1500 à la fin, bon c'est pas trop grave, ça ira mieux le mois prochain. Non, c'est grave. De façon générale, si vous faites du service, vous devriez faire 30 à 50% de marge. Ok, 30% c'est le grand minimum et l'objectif c'est du 40-50%. Ça c'est mon avis perso et c'est ce que je fais personnellement. Et c'est ce que je vous conseille d'avoir comme objectif. Et même quand vous investissez, vous ne devriez pas descendre. Vous voyez, typiquement, ayez pour objectif de faire 40 à 50% et d'investir un 10% de plus de votre marge chaque mois dans l'acquisition clientèle ou autre et descendez jusqu'à 30%, c'est ok, mais vous ne devriez pas tomber à des 5 ou 10% de rentabilité. Généralement, ça serait plutôt un signe qui montre qu'il y a une problématique sur la livraison, sur les ventes, sur vos charges fixes. Et en fait, le problème, c'est que autant, bon, une agence qui fait que 10% ou 15% de marge pendant 6 mois, bon, on peut s'en relever, c'est ok. Mais imaginez qu'il y a un mauvais timing. On a parlé dans cette vidéo d'une autre erreur qui est avoir des charges fixes élevées. On a dit que ça pouvait poser problème s'il y a un mois où on fait moins de ventes. Et on a aussi parlé des impayés. Imaginez si vous avez un mauvais timing, et généralement le timing est dégueulasse, hein, quand vous avez un problème, il vient par 2, par 3 ou par 4. Donc imaginez un mauvais timing où pendant 2 mois de suite, vous faites peu de ventes. Vous avez des mois un peu durs au niveau des ventes, mais vous avez de grosses charges fixes. Et qu'en plus, les quelques clients que vous avez signés, eh ben, ils vous font des impayés. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si vous n'avez que 10% de marge, eh ben, malheureusement, rien que ces quelques éléments peuvent vous mettre à moins 5 000, moins 10 000, moins 20 000 dans le mois. Et là, c'est votre trésorerie qui font. Et si vous n'aviez pas de trésorerie, parce que malheureusement, c'est dur de se créer une trésorerie quand on a une faible rentabilité, eh ben, c'est ce qui peut vous mettre sous l'eau et créer une faillite. Donc, la rentabilité, c'est pas juste un bon bonus pour aller. C'est pas juste un truc bonus pour faire du cash quand on est prêt à faire du cash. Non, la rentabilité, c'est aussi ce qui vous permet de traverser les crises, de traverser les problématiques. Parce que des erreurs, on en fait tous et vous allez tous en faire et on en fera toujours. Donc c'est normal d'avoir des impayés, d'avoir des problèmes de gestion, des charges fixes, etc. Ça peut arriver et on peut traverser tout ça si on a une bonne rentabilité de base. Et c'est quand tout ce qu'on a dit aujourd'hui qui se cumule, quand tout se cumule, et ben forcément, là, on crée une situation de laquelle on n'arrive pas à se relever. Donc, c'est vraiment important de prendre tous ces éléments-là. Donc, merci encore au fondateur de l'agence qui a partagé tout ça dans sa vidéo. C'est quand on prend tout ça en compte qu'on comprend ce qui peut amener une agence, qui paraît être un business model difficile à mettre en faillite, mais à plus grande échelle, eh ben, on comprend que quand tout ça se rencontre, eh ben, ça peut créer une situation extrêmement difficile. Donc, pour finir sur une note positive quand même, la leçon qu'on doit tirer ici, c'est avoir des charges fixes qui sont limitées. Faites gaffe à vos charges fixes. Faites-vous payer par vos clients en temps et en heure et faites-vous respecter sur les paiements. Mettez toujours en avant la rentabilité plutôt que le chiffre d'affaires. On s'en fout de combien vous générez dans le mois. Le plus important, c'est combien vous gardez dans le mois. Moi, je serais vraiment fier de vos profits plus que de votre chiffre d'affaires à titre personnel. Et surtout, eh ben, si vous vous associez, soyez ultra clair et transparent sur votre vision, vos objectifs, de façon à être sûr que cette vision est partagée par votre associé pour qu'à long terme, bah, tout se passe bien. Et avec une communication constante entre vos associés et avec vos clients, etc., bah, tout devrait bien aller.
Donc encore un grand merci à ce fondateur pour sa transparence. Merci à lui pour cette vidéo. C'est super cool d'avoir partagé ça. Et je vous dis à mardi prochain pour la conférence spécialement sur la prospection et également à bientôt pour une prochaine vidéo.